Infravenir est vraiment ravi de vous accueillir en ce début de soirée pour un nouveau format de conférence sur la Société du Grand Paris. Et donc Thierry Dallard, qui est avec nous aujourd'hui, nous fait l'amitié de participer et surtout d'animer cette conférence. Qui de mieux placé que Thierry, parce que ça fait des années que vous travaillez dans des projets d'infrastructure, que ce soit pour des lignes ferroviaires auprès du ministère des Transports, mais également auprès d'autoroutes comme celle des autoroutes du sud de la France. Et aujourd'hui, vous êtes président du directoire de la Société du Grand Paris, et donc vous allez nous énoncer les éléments les plus vibrants de ce projet qu'est le Grand Paris Express. Merci Nolwenn, bonjour à tous. Écoutez, en plus, cette soirée est symbolique à un double titre, c'est que elle marque aussi le début d'un partenariat entre Infravenir et la Société du Grand Paris. Alors, c'est un partenariat qui va se traduire de plusieurs façons. La première, c'est que ça permettra à tous les membres d'Infravenir de venir à la fabrique du métro. La fabrique de métro, c'est un lieu qui se trouve à Saint-Ouen, qui a une dualité puisqu'il est à la fois un lieu de présentation du projet, avec notamment une reproduction une future station de métro à l'échelle 1, avec une reproduction également à l'échelle 1 d'un wagon du futur métro qui sera hacké. Mais c'est aussi une exposition des maquettes des gares, une exposition sur les conditions de réalisation des travaux souterrains. Alors, quand je dis offert au public, c'est vraiment au public au sens large, hein, c'est à la fois monsieur tout le monde, hein, puisque c'est un lieu qui est ouvert notamment à l'occasion des journées du patrimoine, mais également sur des séquences programmées au cours de l'année. C'est ouvert aux écoles. Il y a un gros travail réalisé vis-à-vis de toutes les populations, des jeunes enfants de l'école primaire, y compris jusqu'au lycéen et au-delà. Et puis, deuxième type d'activité qui elle est plus professionnelle. C'est un lieu qui est utilisé pour les designers, par exemple, pour mettre en scène les futures banquettes, les éléments de signalétique qui seront dans le métro. Donc c'est ce mélange-là qui est intéressant. Et puis l'autre branche du partenariat, ça sera évidemment de vous faire profiter du chantier à travers des visites de l'un des, alors aujourd'hui 150 chantiers, 300 d'ici 2 ou 3 ans, qui vous permettra de prendre connaissance finalement du plus grand projet d'Europe. Alors parlons-en justement, c'est l'objet de cette soirée, c'est de revenir un peu en détail sur le Grand Paris Express, et puis en particulier de ce que l'on appelle souvent le projet du XXIe siècle. Alors, c'est un projet qui a plein de qualificatifs, je reviendrai sur un certain nombre d'entre eux. Le gigantisme souvent le caractérise, vous savez, c'est comme quand nous étions en classe de français en seconde, je me souviens d'un professeur de français qui disait arrêtez de commencer vos dissertations par la sempiternelle phrase dès la plus haute antiquité, puis avec ça vous étiez capable d'enchaîner à peu près n'importe quelle thématique. Voilà, c'est pareil, on a l'impression qu'un journaliste sur deux commence toujours son article sur le Grand Paris en disant le plus grand projet du siècle, le plus grand projet de l'Europe, le projet pharaonique, etc., etc. Alors c'est vrai que c'est un projet qui est remarquable par sa taille, mais je pense que l'important est ailleurs et c'est ça que je vais essayer de partager avec vous. Alors revenons peut-être sur les fondamentaux, quelques cartographies pour montrer de quoi on parle quand on parle du Grand Paris et sur quel type de territoire le métro va être réalisé. Vous avez sur la diapositive qui s'affiche à l'écran deux représentations, une qui est celle de la densité de population, donc la répartition démographique, et l'autre des emplois. Bon, sans aller très loin dans le détail, on voit évidemment le contraste entre Paris intramuros et le reste finalement du territoire urbain. Contraste particulièrement fort pour l'emploi, un peu moins pour le logement et la localisation des familles, mais quand même une très forte concentration sur Paris. Donc l'un des premiers enjeux quand même du Grand Paris Express, c'est de structurer ce territoire en dehors de Paris pour être capable de permettre un meilleur équilibrage à la fois pour vivre, mais aussi pour travailler. L'autre diapositive qui va s'afficher, c'est celle qui représente finalement les inégalités du territoire. Ce qu'on va représenter, c'est les catégories sociales professionnelles, les CSP. On voit évidemment, c'est pas une surprise, mais c'est toujours important de le rappeler, hein, une forte différence entre le nord et le nord-est, où se situent les personnes
les plus fragiles économiquement, et l'Ouest et le Sud-Ouest, où au contraire se concentrent les professions supérieures et les niveaux de revenus plus élevés. Puis alors beaucoup plus au Sud, dans la Grande Ceinture, on retrouve également des zones du côté d'Evry qui sont en fragilité. Donc le Grand Paris Express, diapositive suivante, il est là pour répondre à cet enjeu de déséquilibre social et territorial, mais pas que. C'est un petit peu, je prends l'image d'un couteau suisse, il a une panoplie d'objectifs à atteindre. Il a évidemment celui qui est le premier visuel, le plus facile à appréhender, qui est un projet de transport. Donc un projet de transport, c'est fait pour transporter des gens, et si on les transporte dans un nouveau projet, c'est qu'on a besoin de décongestionner les infrastructures actuelles. Alors la décongestion, elle est de nature, elle est à la fois sur les modes routiers, hein, pour déplacer de banlieue à banlieue. Aujourd'hui, vous avez la 86, vous avez quelques boulevards urbains, mais qui sont complètement embolisés quasiment toute la journée. Et puis vous avez un comportement qui n'est pas optimal, qui consiste, quand vous voulez aller par exemple du Val-de-Marne à la Défense, à re-rentrer dans Paris par le métro, de les prendre le RER ou la ligne 1 à Châtelet, et puis de ressortir de Paris pour aller à la Défense ou pour aller à Marne-la-Vallée. Donc on voit bien que tout ça n'est pas optimal et que finalement, on évalue à peu près à 10-15% le trafic dans Paris qui n'est pas intéressé par Paris, qui ne fait finalement que par le traversé. Donc finalement, le grand métro en question, du Grand Paris Express, il va aussi viser à permettre la décongestion des infrastructures. Évidemment, qui dit transport collectif dit mode propre, donc une contribution évidemment à la réduction de la production de gaz à effet de serre et donc un atout et un outil pour lutter contre le réchauffement climatique. Un enjeu pour permettre la création de logements plus accessibles, puisque la création du métro va permettre notamment de valoriser un grand nombre de friches industrielles qui, sans cela, seraient restées, je dirais, sans avenir pendant de nombreuses années. Et l'enjeu, c'est de pouvoir justement offrir une offre qui contribuera à maîtriser les prix du logement sans obliger les familles à s'éloigner et aller à 1 heure de route ou 1 heure de RER dans les villes nouvelles loin du centre. Et puis enfin, il ne faut pas être naïf, hein. Je ne pense pas qu'après la crise sanitaire que nous vivons, la compétition internationale ait perdu d'intensité. Je pense qu'au contraire, la crise actuelle a plutôt montré en quoi le repli et les égoïsmes pouvaient vite reprendre le pas sur toute forme de collaboration multilatérale. Donc la compétition internationale, elle se fait aussi à travers les grandes métropoles. Et pouvoir disposer dans Paris d'un outil comme le Grand Paris Express, c'est permettre d'être attractif pour des chercheurs, des entreprises, les familles. C'est permettre de vivre mieux, d'optimiser la création de richesses par une capacité à rapprocher les hommes et les activités, et c'est indiscutablement un des enjeux du projet. Alors le projet, vous allez le voir à l'écran, hein, pour ceux qui ne le connaîtraient pas dans sa forme géographique, hein, donc c'est plusieurs lignes. La première, ligne 14, c'est en fait l'achèvement ou le prolongement de la ligne automatique que vous connaissez tous aujourd'hui, au-delà de Olympiade jusqu'à Orly au sud et jusqu'à Saint-Denis-Pleyel au nord. La ligne structurante majeure, c'est la ligne 15, celle qui boucle en rocade toute la première ceinture, donc les 3 départements Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne. Et puis après, vous avez 2 oreilles périphériques que sont la ligne 16, qui va plus à l'est que la ligne 15 en direction des communes de Clichy et Montfermeil. La genèse de cette ligne était vraiment, il faut se remémorer de l'histoire récente de ces quartiers, hein, 2005, les émeutes qui avaient commencé dans cette partie du territoire, et donc volonté de l'État en 2010 de permettre de désenclaver tous ces territoires, parce que finalement, il n'y a pas que la Lozère ou le Cantal qui sont enclavés, il y a aussi des secteurs a priori proches à vol d'oiseau de Paris, mais qui ne le sont pas du tout dans la pratique. La ligne 18, qui est l'autre oreille un peu symétrique à la ligne 16, qui elle s'inscrit vraiment dans une logique de développement du plateau de Saclay, en cohérence avec la création de ce que beaucoup ont appelé à l'époque la Silicon Valley d'Île-de-France, voire de France, voire d'Europe, au regard de la concentration de la recherche publique et privée. Et puis enfin la ligne 17, qui s'inscrit là aussi dans le renforcement de l'accessibilité de Roissy, mais pas que, puisque au-delà de Roissy, c'est aussi le Bourget, c'est toute une zone et un corridor en cours de développement sur la logistique en lien avec la plateforme aéroportuaire. Alors, ce territoire, ce réseau, diapositive suivante, il n'est pas, posé au milieu de rien, il s'inscrit sur un réseau existant, mais qui est quand même fortement caractérisé par des radiales. Ce
c'est ce que vous voyez sur la diapositive de gauche, entre les métros, les RER, les Transiliens, vous avez à peu près 80% des gares nouvelles qui seront connectées avec une pénétrante. C'est important parce que ça veut dire que c'est vraiment un réseau que l'on consolide. On est vraiment à l'opposé du schéma de développement des RER où la ligne nouvelle était finalement un axe sortant de Paris, allant développer au milieu des champs une ville nouvelle et créant sa propre périurbanisation, étalement urbain. Là, on est vraiment dans une approche totalement différente. On s'inscrit dans des territoires qui sont déjà urbanisés, on maille des réseaux de transport qui existent, et donc au-delà de simplement apporter une offre de transport nouvelle, on permet aussi d'améliorer la résilience et la robustesse du réseau existant. Je prends un exemple très simple. Vous êtes par exemple à Chelles. Alors Chelles, c'est complètement à l'est sur la ligne 16. Aujourd'hui, c'est un territoire, c'est juste au-dessus de Noisy-Champs. Vous avez un territoire qui a priori est bien desservi. Il y a le RER, sauf que le RER, ben, des fois, il est en panne. Des fois, il y a des accidents techniques ou accidents voyageurs, qui est le terme pudique que l'on utilise en cas de, malheureusement, accident grave, ou conflit social. Bon, quand vous avez le RER qui est en panne, qui ne peut pas rendre son service, ben vous êtes coincé, vous êtes obligé de reprendre la voiture. Le gros intérêt d'un maillage comme celui que permettra le Grand Paris Express, c'est que quand vous avez un élément du maillon qui est en dysfonctionnement, ben vous pouvez prendre une autre ligne, vous allez vers le nord, vers le sud, vous attendez d'arriver à la première correspondance qui vous convient, et puis vous rentrez dans Paris d'une autre façon. Donc ça fait partie également du modèle qui est sous-tendu par le Grand Paris Express. Puis la diapositive, elle rappelle quand même l'une des finalités dans la genèse du Grand Paris Express, c'était aussi de relier tous les grands pôles économiques, logistiques et de transport de la métropole. C'est à la fois les trois aéroports, hein, Orly, Roissy et Le Bourget pour l'aviation d'affaires. Ce sont les grands pôles existants que sont la Défense, que sont le développement de Marne-la-Vallée, et puis c'est le développement que je mentionnais tout à l'heure sur le plateau de Saclay. Alors, si je reviens sur la diapositive suivante avec quelques caractéristiques techniques, juste pour l'avoir en tête, donc 200 km de métro, c'est principalement en souterrain, 90% en souterrain. Les parties qui sont uniquement en viaduc sont vraiment concentrées sur une partie du plateau de Saclay, qui n'a pas vocation à être urbanisée et qui traverse les champs, qui connecte en fait à la fois la partie autour de l'école polytechnique et de Centrale au technopole autour de Renault et de Saint-Quentin. Et puis, c'est également vers la ligne 17, juste avant d'arriver à Roissy, dans le secteur de Villepinte, où il n'y avait pas d'enjeu, on va dire, d'urbanisme ou de riverains qui a permis de rester en ville. Partout ailleurs, c'est un souterrain, pour des raisons assez évidentes, là aussi, d'acceptabilité par les populations. 68 gares. Alors pourquoi on appelle ça des gares alors que c'est un métro déjà, pourquoi on appelle ça un métro et pas un RER? Pour une raison simple, c'est que c'est un train qui a vocation à se succéder toutes les 2 minutes. Le RER, c'est pas ça. Le RER, c'est que vous avez, comme pour un train normal, vous avez un horaire, vous savez qu'il y en a un à telle minute, puis après il faut aller à telle minute. Là, le métro, c'est que vous regardez pas vos horaires, vous savez que vous descendez dans le métro, en moins de 1 minute 30, vous aurez un métro qui va passer. Par contre, on a appelé ça gare parce que le concept du Grand Paris Express s'inscrit encore une fois dans une volonté profonde de réurbaniser les territoires traversés, de permettre leur densification urbaine. Et donc, ce n'est pas simplement un objet simple posé sur le territoire, c'est une vraie centralité nouvelle qu'il s'agit de créer, avec là aussi toute l'importance de pouvoir structurer autour d'un bâtiment emblématique, mais également d'afficher une ambition dans des quartiers qui parfois n'en ont pas toujours eu au cours des décennies qui sont passées. Et puis à l'horizon de la mise en service, un volume de passagers compris entre 2 et 3 millions. Diapositive suivante, je continue avec les quelques références un peu techniques sur le métro et le service qui sera rendu. Donc j'ai déjà évoqué sa fréquence de l'ordre de 2 à 3 minutes, donc on est vraiment dans un schéma de type métro et pas dans un schéma de type RER. Une vitesse moyenne qui est à peu près 2 fois plus grande que celle du métro actuel. Le métro aujourd'hui, la vitesse commerciale, c'est 30 km/h à peu près, 25-30 km/h. Là, on est effectivement sur quelque chose de 2 fois plus rapide. La vitesse de pointe étant de 120 km/h entre deux gares. Donc, on est vraiment sur un objet totalement différent des trains qui circulent dans le métropolitain.
avec des rames de tailles différentes suivant les lignes. La ligne 15 a vocation à avoir les rames les plus grandes, emportant à peu près 1000 passagers par jour. La 16 et la 17 sont sur des rames moitié plus petites, donc de l'ordre de 500. Et la ligne 18, donc, qui va relier Orly à Versailles, et sur une taille plus proche des métros actuels, de l'ordre de 350. Le niveau de service, évidemment, sera adapté à nos exigences actuelles, si ce n'est futures, des rames climatisées, l'accès à Internet, du Wi-Fi, capacité à recharger tous ces multiples outils forts consommateurs d'énergie électrique. Bref, c'est ça le nouveau métro, et c'est ça que vous aurez l'occasion de découvrir à la fabrique, comme je l'indiquais. Diapositive suivante. Alors, tout à l'heure, je vous disais, ou non, je vous l'ai pas dit, parce que c'était avant la coupure, que j'aimais pas l'expression que les journalistes reprennent assez souvent en parlant du Grand Paris Express, en disant c'est un projet pharaonique. Ah oui, c'est un projet grand, un projet très grand, 200 km de long, 35 milliards en euros 2012, donc ça veut dire qu'en euros courants et non pas en euros constants, on sera vers 40-45 milliards. Donc c'est évidemment un projet très grand, très très grand. Mais pharaonique, je l'aime pas pour une raison simple, c'est que ça donne un côté finalement dispendieux, ça donne un côté danseuse du roi de France ou je ne sais qui, ou du pharaon tout simplement. Alors que j'évoquais tout à l'heure l'enjeu de la compétition internationale, je pense que c'est un projet de rattrapage. C'est un projet qui était indispensable si Paris peut continuer à jouer un rôle dans les 5 à 10 grandes villes monde. Vous avez sur l'écran une représentation sur les 20 plus grandes métropoles au monde, classées par la taille de leur métro. Paris aujourd'hui est quasiment avant-dernier. Si d'un claquement de doigts, nous étions capables d'ici ce soir de réaliser les 200 km, nous serions péniblement les 5e. Sauf que ça, c'est la longueur que nous aurons construite en 2030. En 2030, Moscou, Singapour, Riyad, d'autres métropoles auront construit également l'équivalent de 200 km. Ça veut dire qu'en fait, investir aujourd'hui dans le Grand Paris Express, c'est grosso modo être en capacité de rester dans les 10 premiers dans les 20 ans qui viennent. Donc c'est pas un projet que je qualifierais de luxueux, c'est pas une question de peut-on se le permettre, c'est que si on veut continuer à jouer un rôle et être présent dans cette compétition-là, on doit le faire, et on aurait probablement dû le faire il y a quelques années. Si ce projet avait été initié il y a 10 ans, on aurait eu une capacité d'attractivité face au Brexit sans commune mesure avec les autres métropoles européennes. Diapositive suivante, c'est juste aussi pour relativiser l'importance de ce projet dit pharaonique. Ça représente finalement que 5% des métros automatiques qui sont en construction à travers le monde. Donc on n'est pas l'effet d'optique qui nous donne l'impression que c'est gigantesque est révélateur d'une forme d'autocensure sur les investissements qui sont nécessaires pour notre pays. Et ce qui est choquant, c'est pas qu'on se permette de faire en 10 ans un projet comme ça, c'est que ce soit le seul projet en Europe. La Chine, pour des projets de l'ordre de 200 km, doit en avoir 7 ou 8 en cours de construction en ce moment. Le projet du Grand Paris Express, il est à peu près de la même taille que celui que Pékin est en train de réaliser. Donc on est dans cette cour-là. Mais encore une fois, ce que je trouve symptomatique, c'est que ce ne soit que le seul projet en Europe de cette taille-là. Alors pour autant, les entreprises européennes et françaises sont très bien placées, puisque qu'est-ce que vous trouvez comme leader pour la réalisation de ces métros? Vous trouvez Alstom, vous trouvez Siemens, vous trouvez Bombardier, qui n'est pas encore européen, mais qui ça ne saurait tarder. Bref, on a la capacité de le faire, on a la capacité en termes d'ingénierie, et on va le voir tout à l'heure, on a un modèle financier qui nous permet de le réaliser. Diapositive suivante, juste un rappel historique. C'est un projet qui est allé quand même très très vite. Évidemment, on entend toujours la presse dire ah il y a encore du retard, on a encore retardé, on a encore ceci, on a encore cela. Vous êtes tous donc des familiers de l'infrastructure par un bout ou par un autre suivant vos métiers. Des projets qui sont passés en 10 ans du stade débat public. Ça c'est en 2010. Enquête d'utilité publique et obtention de toutes les DUP avant 2017. La première, c'est fin 2014, la dernière, c'est 2017. Et engager 150 chantiers, tout ça en moins de 10 ans, je n'ai pas beaucoup d'exemples de projets ayant été aussi rapides en France. Et quand on se compare à d'autres grands projets, on est sur une dynamique comparable à celle de Riyad, où je ne crois pas que l'on ait à la fois les mêmes pratiques démocratiques, ni les mêmes procédures de code des marchés publics. Donc c'est allé très vite.
C'est allé très vite dans un contexte assez complexe, puisqu'en 2010, il n'y avait pas un projet, il y en avait trois. Il y avait la RATP qui avait un projet dans les cartons qui s'appelait Métro Ferrique. Il y avait la région à travers le STIF, qui est devenu Île-de-France Mobilité, qui avait un projet qui s'appelait l'Arc Express. Et puis vous avez l'État avec la Société du Grand Paris et Christian Blanc, qui avait un autre projet qui est devenu le SGP, mais qui a intégré finalement les autres composantes à l'issue de ce débat-là. Un projet qui a fait l'objet aujourd'hui de 3 validations, un projet initié par Nicolas Sarkozy et sa majorité, un projet confirmé par François Hollande et sa majorité, et un projet reconfirmé début 2018 par Emmanuel Macron et sa majorité. Donc c'est un projet aujourd'hui consensuel dont la programmation va nous conduire à mettre en service progressivement les différentes lignes entre 2024 et 2030. Donc encore une fois, 2024 qui sera les premiers morceaux, par rapport à un projet dont les enquêtes publiques remontent à 2015, 2014, 2015, 2017. Ça veut dire que c'est à moins de 10 ans que les projets auront été réalisés, études, acquisition foncière et construction. Alors j'ai beaucoup évoqué la question urbaine, à la fois par diapositive suivante, la question du rééquilibrage sur le territoire, la question de la capacité à valoriser des friches qui sinon auraient eu beaucoup de mal à prendre de la valeur. Et c'est, je crois, la partie émergée de l'iceberg, c'est que on voit évidemment que le métro par son gigantisme, mais le vrai objet gigantesque que nous avons devant nous, c'est la fabrication de la ville qui va être derrière. Alors déjà, les gares, je vous en ai dit ce que j'en pensais tout à l'heure, hein, c'est pas une station de métro version Paris où vous avez au contraire quelque chose de très discret, juste une sortie sur la rue. Mais parce qu'à l'époque où le métro était réalisé au début du XXe siècle, Paris avait fait sa mutation urbaine, Haussmann était passé par là, et donc le métro parisien n'avait vraiment qu'une fonction très transport. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je réagis toujours avec prudence quand on dit ah oui, c'est le projet du XXIe siècle. Quand les gens vous disent ça, c'est qu'ils pensent ah bah oui, il y avait 200 km qui ont été faits au XXe siècle, vous allez en faire 200 au XXIe siècle, donc c'est le projet du XXIe siècle. Bon. Pour moi, si c'est effectivement le projet du XXIe siècle, c'est pas parce qu'il fait 200 km comme l'ancien, c'est parce qu'il s'inscrit vraiment dans une logique différente. XXe siècle, vous avez eu deux étapes dans la construction du réseau de transport. Vous avez le métro et vous avez le RER. Le métro, comme je l'indique, il s'inscrivait vraiment dans une logique de pure réponse à la mobilité. C'était concrètement mettre fin aux embouteillages j'allais dire de carrosses, de transport hippomobile de toute nature. Et les RER, eux, ils se sont inscrits comme au service d'une politique de développement des villes nouvelles. Je ne reviens pas sur ce que je qualifiais tout à l'heure de réseau fragile, puisque par définition, quand vous dépendez d'un lien unique comme ça, dès qu'il est en dysfonctionnement, c'est des centaines de milliers d'habitants qui sont coincés. Et puis surtout, c'est un facteur très consommateur d'espace. Vous consommez des terres agricoles, vous consommez des terres naturelles, et puis vous favorisez forcément le développement en tâche d'huile et donc l'étalement urbain. Le Grand Paris Express, il s'inscrit vraiment dans ce que j'appelle la vision du XXIe siècle, et c'est pas qu'une question de transport, c'est vraiment une question de répondre aux enjeux de biodiversité, répondre à l'économie des terres naturelles, répondre au réchauffement climatique. Réaliser un projet dans la ville qui existe aujourd'hui, dans ce qu'on appelle encore la banlieue, mais qui demain sera peut-être le 21e, 22e, 23e arrondissement du Grand Paris, je ne sais pas, c'est réellement s'inscrire dans cette dynamique-là. On n'est pas en train de répondre, encore une fois, qu'à un problème de transport ou de plomberie, de tuyaux. On est en train de répondre à comment construire une ville nouvelle. Et les gares qui vont évidemment accompagner le réseau, elles s'inscrivent définitivement dans cette approche-là de pouvoir justement permettre ce développement. Diapositive suivante. Hop. Alors, je vais passer rapidement. Chacune des gares fait l'objet aujourd'hui d'une réflexion sur le développement de projets urbains. Alors, c'est une partie qui est assumée par la direction du Grand Paris, c'est-à-dire que la Société du Grand Paris, qui en plus de la maîtrise d'ouvrage du métro et de ses gares, est développeur immobilier sur un certain nombre d'opérations qui sont extraordinairement réduite par rapport à l'échelle des quartiers de gare, puisqu'elle se situe en général sur les gares ou sur les terrains qu'on a achetés pour les chantiers. Mais vous le verrez plus tard, ça représente quand même 1,5 million de mètres carrés. J'ai fait un calcul rapide un jour en coin de table, c'est 6 à 7 fois le village olympique. Donc c'est le premier germe de développement autour de la gare que nous allons également initier. Alors juste toujours dans cette prise de conscience de l'importance urbaine du métro, il y a un exercice que j'ai fait je ne sais combien de centaines de fois. Vous imaginez chacune des gares
Vous regardez combien de mètres vous faites à pied en 10 minutes, un quart d'heure. Bon, je vous donne la réponse, hein, c'est entre 500 et 800 mètres. Vous calculez le rayon de chacun des disques autour de chacune des gares, et puis vous additionnez tout ça. Ben, vous arrivez à 140 km². 140 km², c'est presque une fois et demie Paris intramuros. Donc ça veut dire que le métro va apporter à un territoire dont la surface est équivalente à une fois et demie Paris, une accessibilité comparable au métro parisien. Et nécessairement, c'est ça qui va être ce que j'appelle le moteur de l'acte 2, qui est celui du développement de ces quartiers, le développement de ces territoires. Et quand on discute avec des investisseurs immobiliers, des promoteurs, on évalue à aller entre 30 et 40 millions de mètres carrés le potentiel de construction, ce qui représente 60 à 80 milliards d'euros d'investissement. Donc on est à aller en gros 2 fois le métro sur les 20 ans qui suivront la mise en service du métro. Et cette composante-là, c'est pour moi vraiment la partie, encore une fois, qu'on ne voit pas de l'iceberg, qui est sous l'eau, et qui va être le gros challenge qu'il faut qu'on réalise dès lors qu'aujourd'hui le métro, on peut considérer qu'il est lancé. Diapositive suivante. Alors maintenant, on va parler euro, on va parler un peu sous. Tous les projets, vous savez, ils font régulièrement l'objet d'évaluations socio-économiques, déjà pour décider si on va les faire, et puis pendant qu'on les fait, pour vérifier si on a bien pris la bonne décision de les faire. Et puis encore une fois, on ne sait jamais, on va quand même revérifier qu'on a vraiment bien pris la décision de les faire. Et puis quand on les a fait, on vérifie que si on a bien fait de les faire. Bon. Tout ça, c'est ce qui conduit à des taux de rentabilité non pas financiers, des taux de rentabilité interne, non pas financiers, mais socio-économiques. Pour ceux qui ont travaillé dans les projets ferroviaires ou dans certains comme le canal Seine-Nord, je vous renvoie à vos dossiers pour vous replonger dans la valeur. Là, à 7 ou 8%, il n'y a quand même pas beaucoup de projets de transport ferroviaire qui peuvent prétendre une telle rentabilité. Si on regarde ça en vanne socio-économique, on est de l'ordre de 60 milliards d'euros. Mais tout ça, c'est des valeurs qui sont toujours très abstraites, parce que quand vous parlez de socio-économie, on parle la valeur du mort multipliée par le nombre de gens à qui on va sauver la vie parce qu'il y aura moins de pollution dans l'air ou parce qu'il y aura moins d'accidents sur la route. Mais il y a une façon beaucoup plus financière de traduire ça, c'est mais quel impact sur le PIB? Alors vous excuserez la fourchette que je vous présente, mais les économistes sont des gens prudents. On évalue entre 10 et 20 milliards d'euros par an le PIB additionnel généré par le métro. Donc c'est quand même quelque chose d'assez colossal, ce qui représente à peu près 4 milliards d'euros de fiscalité. Donc c'est un projet qui crée vraiment de la valeur, et quand on a un projet qui crée de la valeur, il ne faut pas perdre de temps pour le faire, il faut réaliser le projet le plus rapidement possible. Un moteur pour l'emploi, là aussi c'est un peu classique de faire référence à ça, mais il faut quand même le rappeler. C'est de l'ordre, aujourd'hui, on a évalué depuis le début de la Société du Grand Paris à plus de 2000 fournisseurs, dont une grosse moitié sont des PME. Mais c'est aussi un projet qui irrigue le territoire national dans son ensemble, hein, puisqu'il y a à peu près pour d'ores et déjà 800 millions d'euros de commandes qui ont été payées à des entreprises de province sur un total de 17 milliards. Évidemment, 800 millions sur 17 milliards, ça semble faible. Enfin, 800 millions, c'est 800 millions. Donc, c'est pas qu'un projet qui fait travailler que les entreprises du CAC 40 ou les entreprises franciliennes. Diapositive suivante. Voilà, on passe rapidement, ça vous donne quelques éléments de temps de parcours, chacun en fonction de là où vous habitez ou de là où vous avez des amis ou de la famille, vous mesurez ce que ça veut dire. Vous avez d'ailleurs sur le site internet de la Société du Grand Paris l'équivalent qu'on appelle ça, de Citymapper, où vous pouvez vous-même faire vos itinéraires futurs et regarder combien de temps vous allez gagner. Bon, en gros, le temps gagné, c'est entre 20 minutes et 30 minutes, hein, pour tous les exemples que je vous ai cités, avec des effets évidemment importants, puisqu'au-delà du temps gagné, c'est l'objet de la diapositive qui suit, c'est pourquoi on le gagne. Alors, on s'est beaucoup posé la question de comment essayer de façon la plus synthétique rendre compte de tout ça. Vous avez tous en tête probablement cette carte de France où vous voyez l'effet du TGV. Alors ça, malheureusement, c'est facile à représenter pour un projet linéaire. Pour un projet en réseau, c'est plus compliqué. Donc on est revenu à une approche un peu besogneuse, c'est de prendre gare par gare et de comparer où est-ce que je vais aujourd'hui, où est-ce que j'irai demain en, par exemple, 45 minutes. Donc c'est ce que vous avez à l'écran.
Dans un cas, vous avez Clichy-Montfermeil, de l'autre côté, vous avez Orsier-Gif. Donc, je pense que l'évolution de la tâche se passe de commentaires, mais au-delà du gain géographique, il y a un gain en termes d'accessibilité, de création de richesse. Je prends l'exemple de Clichy-Montfermeil. Aujourd'hui, si vous habitez dans une cité de cette ville, vous avez accès en 45 minutes à peu près à 300 000 emplois. Demain, vous aurez accès à 3,5 millions d'emplois, 11 fois plus. Donc, c'est ça le gain d'accessibilité. Et ce que je vous ai indiqué, on peut passer à la diapo suivante, ce que je vous ai indiqué en termes d'emploi, on verra plus tard que ça concerne également toute une série de services. Là, vous avez deux représentations qui sont polarisées sur les aéroports d'Orly et de Roissy. Alors, j'aime particulièrement celui de Roissy parce que c'est quand même là qu'aujourd'hui arrivent la plupart des lignes aériennes dites d'aménagement du territoire. Si vous êtes à Mende, à Aurillac, ou plus loin à Perpignan ou à comment s'appelle à Biarritz, que vous rentrez à Paris en avion, vous arrivez à Orly. Bon, il se trouve que vous allez gagner entre 30 et 40 minutes pour aller dans l'ouest parisien, près de la Défense ou dans l'est parisien. Donc ça veut dire que le métro et l'investissement qu'il représente, c'est aussi une capacité d'améliorer l'accessibilité pour tout le territoire. Mais là, je vous ai parlé de quelques villes de province. Je pourrais vous parler de Francfort, je pourrais vous parler de Milan. Et c'est l'un des thèmes que l'on défend à Bruxelles, c'est d'expliquer que, bon, c'est bien, ça fait depuis des décennies qu'ils mettent de l'argent à travers les programmes européens de relations intercités transfrontalières en privilégiant le ferroviaire et l'autoroute. Enfin, ça sert pas à grand-chose de gagner un quart d'heure en train ou en autoroute si lorsqu'une fois qu'on arrive dans la métropole, on est coincé dans des embouteillages. Et que gagner 30, 40, 50 minutes à l'intérieur de la métropole, c'est évidemment en faire profiter un plus grand nombre, puisque tous les habitants en profitent, mais c'est aussi en faire profiter les gens qui viennent de l'extérieur. Et donc, ça mériterait peut-être qu'une partie des financements européens n'aille pas que sur les corridors, mais aille aussi sur les nœuds urbains, en leur permettant d'améliorer ce type d'infrastructure. Donc, diapositive suivante, qui fait un peu le pendant de la première où j'évoquais l'augmentation de l'accessibilité en nombre d'emplois. Vous pouvez prendre d'autres thématiques comme les infrastructures de santé. La diapositive était faite avant la crise sanitaire, mais elle a pris un regain d'intérêt évident. Vous avez à peu près un peu plus de 400 établissements de santé qui sont desservis par l'une des gares du Grand Paris. Donc le métro, c'est une façon d'améliorer l'accessibilité à la santé. L'accessibilité à la santé, elle se mesure par exemple, encore une fois, si vous êtes à Montfermeil, aujourd'hui, pour aller à l'Institut Gustave Roussy, qui est à Villejuif, qui est l'un des centres européens du traitement du cancer, et bien aujourd'hui, vous mettez 1h30, demain, vous mettrez une demi-heure. Voilà un exemple concret de gain dans l'accessibilité au quotidien. On peut prendre des positives suivantes. Et la même chose pour l'enseignement supérieur. J'évoquais le plateau de Saclay où se concentre une grande partie des écoles d'ingénieurs ou des écoles de commerce. Eh bien, si vous êtes à Vitry, autre ville du Val-de-Marne, vous mettez aujourd'hui un peu plus de 1 heure, demain vous mettrez moins d'une demi-heure. C'est 130 établissements qui sont concernés, plus de 100 000, près de 100 000 étudiants qui vont être ainsi connectés à un réseau avec l'accessibilité nouvelle que cela leur permettra. Diapositive suivante, cette fois-ci on parle de culture. Culture, vous avez presque 300 équipements culturels de toute nature, musées, salles de spectacle, qui aujourd'hui est allé un jour à l'Opéra à Massy. Bon. Je vous engage un jour à vous renseigner sur la programmation, elle est fort intéressante. Et si on prend un équipement culturel assez récent comme celui de la Cité musicale, réalisé par le département des Hauts-de-Seine, à Boulogne-Billancourt, là pareil, quelqu'un qui habite à Saint-Maur de l'autre côté du Val-de-Marne, aujourd'hui c'est à 1 heure, demain ça sera à moins d'une demi-heure. Et je pourrais comme ça multiplier les exemples à profusion. Alors où est-ce que nous en sommes? Je vous ai parlé un peu de à quoi ça sert, je vous ai parlé de l'enjeu urbain qui me semble probablement le sujet le plus puissant de ce projet, mais quand même, revenons au projet. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un tunnel qui fait 200 km de long, et depuis maintenant 2 ans, nous sommes réellement passés à ce que j'appelle l'industrialisation. Alors, on va passer rapidement les photos qui suivent avec quelques images un peu emblématiques. Là, celle que vous voyez à l'écran, c'est ce qu'on appelle un tunnelier vertical. C'est une forme enfin, ça permet de creuser les puits des ouvrages annexes, qui sont les puits de ventilation que nous avons à peu près tous les 800 mètres, d'une façon beaucoup plus rapide et générant moins de nuisances que les traditionnels parois emboulés, où vous faites des tranches dans le sol, puis après vous coulez du béton, puis après vous enlevez la terre. C'est long, c'est coûteux, ça fait du bruit. Là, vous avez un système un peu
Ça fait penser un peu à des ouvrages d'art quand on les pousse, c'est-à-dire que vous faites un trou avec une jambe de fraise, et puis vous commencez à couler un premier anneau de béton qui descend dans le trou, puis vous continuez à creuser avec votre fraise qui descend dans le trou, et puis donc l'anneau de béton descend, vous en rajoutez un au-dessus, puis au fur et à mesure que vous en rajoutez au-dessus, ben, ça s'enfonce, et votre fraise, elle est complètement dans un liquide rempli de bentonite, comme pour une tranchée couverte, comme une poire en moulée. Et le principal bruit que génère cet engin, c'est les pompes qui doivent gérer la remontée des déblais qui sont mélangés à la bentonite. Et donc, bah, il faut isoler évidemment votre usine et vos systèmes, mais c'est quand même beaucoup moins contraignant que les ports emboulés. Vous avez à la fois le choc des machines qui font les trous, puis ensuite le bétonnage qui est assez délicat à réaliser. Diapositive suivante. Vous avez là une cabine de tunneliers. Alors des tunneliers, il y en avait 15 avant le confinement. Il y en aura toujours 15 après le confinement parce qu'il n'y aura pas eu de génération spontanée. Mais la cible, c'est d'en avoir, l'objectif, c'était d'en avoir 21 qui soient en état de fonctionner à la fin de l'année. Nous avons pris du retard. Il y a 2 tunneliers en particulier qui venaient d'un fournisseur chinois qui ont pris au moins 2 mois de retard. Mais ils devraient arriver en tout cas cet été pour un montage à l'automne. Donc je pense qu'on devrait quand même atteindre notre cible. À terme, c'est 15 000 à 20 000 personnes qui seront sur le chantier. Aujourd'hui, nous sommes un peu moins de 7 000. Bon, diapositive suivante, je vais passer rapidement. J'ai déjà évoqué le nombre d'entreprises qui sont impliquées. Aujourd'hui, il y en a à peu près 3 800 qui interviennent dans les chantiers en cours. Les tunneliers, diapositive suivante, j'en ai aussi parlé. Il y en avait 11 donc en début d'année, 15 avant la crise et 21 probablement à la fin de cette année. Diapositive suivante, c'est juste pour vous montrer justement une cartographie que vous pouvez avoir sur Internet qui vous montre l'état d'avancement des tunneliers. Donc on a déjà quand même un certain nombre d'entre eux qui ont réalisé. C'est assez impressionnant d'ailleurs quand on arrive enfin avec ce tube qui est fini, puisque vous savez un tunnelier ça pose et voussoirs en même temps. Donc je dirais pas qu'on a l'impression que le travail est fini, parce qu'il y en a encore pour quelques années derrière, mais c'est quand même une étape symbolique assez majeure. Et nous avons même un premier tunnelier, c'était celui de l'image que vous aviez au tout début de la présentation, qui a été démonté, qui est sorti parce qu'il a fini sa trajectoire et il est en train d'être reconditionné pour un nouveau chantier qui sera situé sur la ligne 17. Donc on est aujourd'hui rentré dans cette période-là. J'évoquais le nombre de tunneliers en même temps, la 21. Le maximum des tunneliers en même temps sera soit cette année, soit l'année prochaine, 21 ou 22. Quand les autres lignes vont commencer à utiliser des tunneliers, les premières les auront terminées. Donc ça veut dire que la fabrication des tunneliers est derrière nous. Sur les 21, 22, il y en a 2 qui ont été apportés par des Chinois et une vingtaine par le fabricant Ehrenknecht allemand qui est juste de l'autre côté du Rhin, qui est encore, je pense pour quelque temps, mais pas forcément pour très longtemps, le leader mondial, mais les Chinois sont quand même en train de le rattraper très très vite. Diapositive suivante. Alors quand je parlais d'industrialisation, j'ai commencé par la partie hard, c'est-à-dire le chantier et tout ce qui l'accompagne. L'industrialisation, ça consistait aussi à changer, à adopter un mode de contractualisation plus adapté aux grands projets complexes. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les projets étaient en France généralement faits selon ce qu'on appelle la loi MOP. La loi MOP, c'est un schéma à 3 acteurs. Vous avez le maître d'ouvrage, la Société du Grand Paris, qui choisit un maître d'œuvre. C'est un ingénieriste, hein, ça peut être Régis, CETEC, Ingérop, je n'en oublie aucun, mais je vais y arriver forcément. Bref, c'est un ingénieriste, et puis c'est lui qui fait les études, et puis qui va aider la personne publique à choisir l'entreprise, et donc vous êtes après dans un partage à 3 des risques, mais avec une caractéristique, c'est que forcément, quand il se passe quelque chose qui n'était pas prévu, la question c'est à qui la faute? Est-ce que c'est l'entreprise qui n'a pas été suffisamment performante? Ou est-ce que c'est le maître d'œuvre qui n'a pas été suffisamment performant? Je ne vais pas vous donner la réponse, mais vous imaginez assez bien qu'elle n'est pas la même si vous interrogez le maître d'œuvre ou l'entreprise. Et qu'à la fin, c'est quand même le maître d'ouvrage qui doit payer et assumer une partie des conséquences en termes de délai et en termes de financement. L'intérêt de la conception-réalisation, c'est que vous faites disparaître l'interface que vous avez à gauche entre le maître d'œuvre et l'entreprise, et donc vous êtes capable d'avoir une meilleure responsabilisation des acteurs dans la réalisation du projet. Un autre enjeu, c'est que sur des projets de cette nature, qui n'ont
pas été très nombreux en France depuis les années 90. Les entreprises d'ingénierie ont développé une compétence à l'étranger, mais les équipes françaises n'ont pas forcément eu beaucoup, alors que les entreprises, elles, ont fait beaucoup d'exports dans ces métiers-là, dans ces objets-là, et que donc une partie importante des expériences et des compétences sont chez les entreprises dans leur bureau d'études. Donc faire de la conceptualisation, c'est aussi permettre d'associer une entreprise de travaux beaucoup plus en amont, et quand vous avez des secteurs particulièrement complexes, ça peut être particulièrement judicieux. Diapositive suivante. Donc toujours dans l'industrialisation, il y a eu la constitution de la Société du Grand Paris. Nous étions 230 fin 2018. Nous avons dépassé les 400 à l'automne 2019. Nous sommes à peu près aujourd'hui de l'ordre de 600 personnes avec une cible de 750 à la fin 2020 et un plateau qui devrait atteindre le millier, 1100 personnes à l'horizon 2021, qui devrait nous permettre après d'assurer, comme je disais, la poursuite de la maîtrise d'ouvrage et puis qui déclinera vers 2024 à peu près, quand les premières lignes commenceront à être mises en service et que toutes les autres auront déjà été lancées. Diapositive suivante. Alors, j'évoquais tout à l'heure les sous sur le plan de vue économique. Là, maintenant, on va rentrer vraiment dans les sous-version financière. Alors, le modèle, déjà. Le modèle de Société du Grand Paris, vous le trouvez, pour ceux qui veulent entrer dans le détail, dans la loi et dans le décret de 2010. Il est un peu complexe. Je ne suis pas persuadé que ce soit le modèle forcément le plus efficace. Je vous dirai pourquoi. Il conduit à articuler 4 acteurs. La Société du Grand Paris, c'est le maître d'ouvrage qui est chargé de concevoir et de construire le projet. Mais ce n'est pas lui qui va en faire la maintenance. Donc ça, c'est une interface qui s'explique par des raisons institutionnelles dans le partage des rôles qui a été retenu par le gouvernement en 2010, mais qui a conduit à ce que ce soit la RATP, gestionnaire d'infrastructure, qui soit désignée pour faire la maintenance, non seulement la maintenance courante, mais également le GER. Deuxième acteur. Troisième acteur, Île-de-France Mobilité. Île-de-France Mobilité est l'autorité organisatrice des transports. Elle va être l'un des financeurs, un peu comme dans un PPP de la Société du Grand Paris, puisqu'elle va payer une redevance à la fin de la réalisation du projet. C'est elle qui est l'autorité organisatrice qui finance et qui dirige la RATP dans son rôle de gestionnaire d'infrastructure. Et puis enfin, Île-de-France Mobilité, c'est elle qui va désigner le quatrième acteur, que sera l'exploitant. Et quand je dis l'exploitant, je voudrais dire les exploitants, puisque le Grand Paris Express a été découpé en 3 parties. La ligne 15 d'un côté, ligne 16 et 17 de l'autre, et la ligne 18 de l'autre, qui vont faire l'objet successivement de 3 appels d'offres pour trouver 3 exploitants. Alors peut-être que certains pourront gagner plusieurs de ces lots, mais en tout cas, c'est ça la logique. Alors quand j'émettais tout à l'heure des réserves sur ce montage-là, il est clair que vous avez 2 interfaces particulièrement sensibles. L'interface entre la maintenance et la conception, qui n'est pas par nature un montage optimal. Et puis la deuxième, c'est l'interface entre la maintenance et l'exploitation, ce qui pour un métro automatique est quand même quelque chose d'un peu complexe. Ça a conduit à de nombreux débats sur, par exemple, la porte palière sur un métro automatique. Est-ce que c'est de la maintenance ou de l'exploitation? Donc ce montage qui est derrière nous, donc on ne peut pas revenir en arrière, c'est comme ça. Je pense que si demain on nous demandait comment on pourrait faire autrement, je pense qu'il y a probablement intérêt à chercher une façon plus intégrée afin d'éviter ce genre de difficultés qui sont jamais optimales et qui sont toujours facteurs de difficultés, non seulement dans le financement, dans l'optimisation financière, mais également dans l'exploitation concrète. Un commentaire avant de passer à la diapositive suivante. La Société du Grand Paris, elle est financée par de la fiscalité dédiée, elle a la capacité de recours à l'emprunt et elle a la redevance d'Île-de-France Mobilité qui arrivera après l'exploitation. Et puis Île-de-France Mobilité a comme ressource à la fois les revenus des titres de transport et puis une fiscalité dédiée qui s'appelle, j'ai oublié son nom, qui est le versement transport, voilà, qui est perçu qui est payé par les entreprises et qui permet à Île-de-France Mobilité d'équilibrer ses comptes. Donc ça, c'est la répartition des rôles. Diapositive suivante. La loi de 2010 a donné à la Société du Grand Paris 3 caractéristiques qui sont vraiment essentielles pour être capable d'assurer la maîtrise d'ouvrage d'un tel objet. La première, c'est de pouvoir aller embaucher, entre guillemets, qui on veut, c'est-à-dire des gens compétents, qu'ils soient dans une entreprise privée, qu'ils soient dans une collectivité locale, qu'ils soient au sein de l'État ou qu'ils soient dans un établissement public. Nous ne sommes pas enfermés dans
une règle statutaire où il y aurait que des personnels appartenant à tel corps du ministère des Finances ou du ministère des Transports qui permettrait d'y aller. Donc c'est une entreprise qui est comme une entreprise normale avec des contrats de droit privé. La deuxième, qui est fondamentale, et j'y reviendrai plus en détail, c'est la capacité d'emprunt. La capacité d'emprunt, c'est vraiment ce qui permet de faire le projet au rythme technique. C'est exactement comme ceux d'entre vous qui sont familiers dans les PPP ou dans les concessions. Vous ne calez pas le rythme d'avancement de votre calendrier sur une programmation budgétaire, vous calez votre programmation financière sur le rythme d'avancement technique, ce qui est quand même radicalement différent. Et puis évidemment, qui dit capacité d'emprunt dit recettes pour pouvoir rembourser les emprunts au jour, c'est ce qu'on appelle les recettes dédiées. Alors, diapositive suivante. Quand je mets quelques chiffres un peu derrière tout ça, le coût du projet, c'est en euros 2012, un peu plus de 35 milliards. La Société du Grand Paris est aussi amenée à financer d'autres opérations qui ne sont pas dans le Grand Paris Express, ce qu'on appelle la modernisation du réseau existant, avec principalement EOL, mais également le prolongement de la ligne 11, plus que quelques opérations d'aménagement des RER. Donc ça, c'est la partie dépenses. Dans la partie recettes, l'opération, ça c'est une originalité de la loi 2010, a prévu que la Société du Grand Paris bénéficie de recettes fiscales dédiées qui sont principalement adossées sur les mètres carrés de bureaux et qui permettent à la fois déjà de financer une partie des dépenses au fur et à mesure, mais qui surtout vont durer, ces recettes, au-delà de la réception pour rembourser la dette. Et puis, il y a quelques recettes propres qui ne sont pas forcément majeures, mais encore une fois, un petit pourcentage dans ce projet devient vite important, qui sont principalement tournées autour de la valorisation immobilière que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi autour du développement de services informatiques, enfin, numériques, et que nous développons d'ailleurs. Il y a un appel d'offres en cours sur la recherche d'un concessionnaire pour valoriser la fibre que nous mettons en place dans l'infrastructure. Diapositive suivante, je vais accélérer un peu. Là, vous avez un peu l'illustration de ce que j'évoquais tout à l'heure. Quand vous faites un projet, vous avez deux façons de gérer les priorités. Vous avez la façon budgétaire, en disant, voilà, tu n'auras pas plus de temps par an, et donc tu fais ton chantier au fur et à mesure. C'est la programmation des contrats de plan, c'est la programmation des collectivités locales ou de l'État. En l'occurrence, si le Grand Paris Express devait suivre une règle de cette nature, vous avez représenté en bâtonnet les recettes dédiées dont bénéficie la Société du Grand Paris, indexées. Et donc, si on faisait le projet au fur et à mesure qu'on a de l'argent pour payer les entreprises, on arriverait à peu près vers 2074, 2080 pour finir le projet. Le fait de pouvoir s'endetter, ça nous permet par exemple, l'an dernier, on a eu 600 millions d'euros de recettes, on en dépassait 3 milliards, eh bien on a emprunté 2,4 milliards pour compléter et donc pour investir à la hauteur de ce que les entreprises pouvaient délivrer comme chantier. Donc la différence, c'est effectivement une livraison en 2030 plutôt que 2074-2080. Ce que je vous ai décrit là, c'est ni plus ni moins, encore une fois, que le montage que vous avez dans une concession, que vous avez dans un PPP. Simplement, c'est assez rare pour être souligné, c'est une structure publique qui bénéficie finalement de ces mêmes atouts. Donc la capacité de la SGP à avancer et de remplir sa mission, c'est parce qu'on a la possibilité d'embaucher comme une entreprise et qu'on a la possibilité d'emprunter comme une entreprise. Je crois que c'est vraiment essentiel pour la réalisation de l'opération. Diapositive suivante. Alors, le projet, c'est un petit peu, je prends souvent l'image de Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, mais ce projet, entre tout ce que je vous ai expliqué sur la réduction des gaz à effet de serre, sur la réduction du trafic routier, sur l'amélioration de l'habitat, l'offre de logement, la capacité de développer la ville sans consommer des terres agricoles, la possibilité de développer la ville sans consommer des terres naturelles, donc sans porter atteinte à la biodiversité. Tout ça, ça coche toutes les cases de ce qui est recherché pour être green bond, pour être habilité à émettre des obligations vertes. Donc c'est ce que nous avons fait dès le début. Nous avons d'ores et déjà émis pour un total de 4,750 milliards d'euros, pardon. Et ça fait de la Société du Grand Paris à la fois le premier projet 100% vert au monde, et par effet de ricochet, ça a fait de Paris la première place en green bond depuis que nous sommes émis au regard des volumes que ça représente. Et comme je l'ai indiqué, nous sommes partis pour une trajectoire de l'ordre de 35 milliards de dettes, compte tenu des recettes qui nous permettront de compléter pour financer le projet. Voilà pour les données financières. Et puis écoutez, je pense qu'il est temps de passer aux questions. En vous remerciant.
Bah, écoutez Thierry, c'est nous qui vous remercions et effectivement, on va ouvrir la place aux questions. Alors nécessairement, une des questions qui est absolument d'actualité, c'est en fait quels sont les impacts de la crise sanitaire pour la SGP et donc le projet du Grand Paris Express, que ce soit en matière d'organisation du travail et des chantiers, mais aussi d'un point de vue coût-délai. En fait, comment la SGP fait face à tout ça? Bah, la Société du Grand Paris s'est retrouvée un peu comme toutes les entreprises d'Europe, voire du monde, hein, confrontée à la nécessité de passer en confinement. Toute l'équipe s'est mise en moins de 24 heures au télétravail. Alors, je dirais pas que les grèves de l'automne dernier nous avaient commencé à nous apprendre à fonctionner comme ça, mais quand même un petit peu. Mais on n'avait jamais atteint un niveau de ça. Alors, c'était pas évident parce que c'est une entreprise, vous avez vu tout à l'heure la montée en puissance en termes de ressources humaines. Donc, il y a plus de la moitié des personnels qui n'étaient pas là il y a 10 mois. Donc, passer en télétravail quand on se connaît pas tous, c'est pas quelque chose de simple. Mais écoutez, ça marche. Les réseaux informatiques tiennent, les serveurs tiennent. Nous sommes à peine à 50% de leur capacité parce qu'ils sont dimensionnés évidemment pour arriver à plus de 1200 personnes. Donc tout ça, ça marche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la chaîne d'instruction des appels d'offres n'a pas changé, que la chaîne de paiement n'a évidemment pas été perturbée, que la capacité de préparer les futurs appels d'offres est toujours là. Évidemment, comme toutes les entreprises, avec une perte d'efficacité, parce que quand vous êtes chez vous, que vous devez vous occuper de faire la classe à vos enfants, de gérer l'intendance, vous n'êtes pas opérationnel comme si vous l'étiez au bureau. Mais ça veut dire que la chaîne n'est pas interrompue et que le travail continue. Pour les chantiers, c'est un peu plus compliqué comme on peut l'imaginer. Et nous avons tous été surpris, comme les entreprises comme nous, par une incapacité dès le lundi à pouvoir raisonnablement continuer. Donc c'est la Société du Grand Paris qui a pris l'initiative d'arrêter les chantiers pour une raison principalement liée à la sécurité, parce qu'on ne peut pas se permettre de découvrir au fur et à mesure que ah ben tiens, tel fournisseur ne vient plus, telle entreprise n'a plus suffisamment de compagnons, et que arrêter un chantier comme ça ne se fait pas spontanément. La mise en sécurité des tunneliers en particulier était un enjeu majeur, et donc on a préféré prendre l'initiative d'arrêter, ce qui a un enjeu premièrement de sécurité, mais qui également sur le plan contractuel permet d'avoir les choses claires et de pouvoir redémarrer plus rapidement. Et donc aujourd'hui, toute notre énergie, elle est concentrée vers le redémarrage. Plusieurs ordres de service ont été signés dès la semaine dernière et nous avons bon espoir qu'un nombre, je ne permettrai pour l'instant de ne pas donner de chiffres, mais en tout cas non négligeable de chantiers redémarre dès lundi prochain. Alors évidemment pas à 100%, ils vont mettre progressivement beaucoup de temps pour retrouver leur vitesse nominale, mais l'enjeu pour nous, il est avant tout de préserver l'outil économique. Vous m'avez posé la question des délais, mais je dirais aujourd'hui la question n'est pas au délai. On verra plus tard. La question, c'est comment être certain que les entreprises ne sont pas brutalement en incapacité à reprendre le chantier parce que leurs compagnons sont partis, parce que déjà aujourd'hui, ce qui va rendre difficile le redémarrage, c'est que vous avez quand même des entreprises qui sont en partie européennes, donc comment on fait revenir les gens. Donc tout ça va être compliqué. Donc on n'est pas on n'est pas sur des chantiers vitaux comme évidemment ceux qui interviennent sur un hôpital, sur une centrale nucléaire. On n'est pas de ce niveau-là, mais on est une entreprise dont l'activité est essentielle pour l'économie, pour les acteurs qui sont impliqués dans le Grand Paris. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires cumulé, c'est entre 4 et 5 milliards par an. Donc on ne peut pas se permettre de dire on va attendre 6 mois que tout aille mieux. Il faut vraiment permettre aux entreprises, dès lors que nous avons aujourd'hui une base validée par le ministère de la Santé sur les conditions sanitaires qu'il faut mettre en place pour que le chantier puisse se tenir, bien, dès que ce travail-là a été fait, nous avons décidé de tout mettre en œuvre pour relancer la machine. D'accord. Une question du coup, cette fois-ci plus générale. On a reçu pas mal de questions sur les lignes, donc notamment alors concernant 3 lignes. La ligne 17, est-ce qu'elle ferait pas double emploi avec le projet, du Charles de Gaulle Express, d'une part. D'autre part, l'investissement qui a été très conséquent sur la ligne 13, une des personnes dans l'auditoire se demande si c'est pas disproportionné par rapport à la desserte du seul plateau de Saclay dont les effets économiques, sont pas encore complètement, démontrés. Et enfin, une question sur la ligne 4 du métro reliant la mairie de Saint-Ouen et qui pourrait être reliée à la ligne 14. Bref, globalement, la question derrière tout ça, c'est comment en fait ont été décidés les différents tracés de ces lignes. Bon, bah, vous savez, comme tout acte d'aménagement, il est le fruit d'équilibre, de concertation, de négociation. On pourrait passer quasiment 3 heures à faire la synthèse des débats publics de 2010. Hein. J'évoquais qu'il y avait eu
trois maîtres d'ouvrage qui a vu trois visions différentes. Donc, par nature, la conclusion est une synthèse et un compromis entre tout ça. Moi, je vais plutôt répondre précisément sur l'intérêt et la pertinence des lignes avec éventuellement les concurrences telles que vos questions ont été posées. La ligne 17 peut apparaître effectivement en concurrence avec CDG Express, mais ça n'est pas le même service, ce n'est pas les mêmes publics. CDG Express s'inscrit vraiment. CDG Express, la LGP n'est pas du tout le maître d'ouvrage, je le précise. Elle s'inscrit dans une logique vraiment de navette centre à centre, aéroport, centre-ville de Paris, en un quart d'heure. Sa concurrence, sa cible, c'est le taxi. Sa cible, en termes de prospect, c'est l'homme d'affaires qui veut sécuriser le temps pour aller de sa réunion au boulevard Haussmann à son embarquement. Le tarif, c'est plutôt 25 € que le prix d'un billet de métro. Et la fréquence, c'est un train tous les quarts d'heure. Donc c'est ça le produit CDG Express. Le produit ligne 17, c'est un métro toutes les 2 minutes, c'est plein de gares intermédiaires et c'est une cible qui évidemment vous empêcherait pas un voyageur qui veut aller à la Défense de prendre ligne 17, c'est pas normal. Mais la cible première, c'est permettre à tous les gens qui travaillent à Roissy, et c'est quand même quelques dizaines de milliers de personnes, de pouvoir y accéder autrement qu'en voiture. Et le métro, il a aussi cette fonctionnalité-là, ce que CDG Express ne fera jamais. CDG Express, en plus, comme encore une fois, il relie au centre de Paris, la ligne 17, elle connecte notamment le sud du Val d'Oise, qui est l'un des bassins d'emploi, enfin des bassins des employés qui travaillent à Roissy, pour leur permettre d'accéder directement à cette plateforme-là. Donc il n'y a pas, au premier abord, quand on regarde ça, on peut se dire, mais tiens, c'est marrant, ça fait pas beaucoup pour Roissy. En fait, on va voir ce que va donner le développement de l'aéroport de Roissy, c'est évident. Mais je pense que si les projections qui étaient faites avant la crise avaient vu le jour, on aurait certainement été même en sous-capacité avec ça. Il aurait probablement fallu imaginer encore un autre lien pour lui permettre. Je pense que là, on va avoir du temps pour réfléchir. Mais en tout cas, la concurrence avec la ligne de CDG Express ne me semble pas posée, encore une fois, pour des questions de cibles différentes. Pour la ligne 18 et le plateau de Saclay, là c'est typique de l'effet de seuil, c'est que effectivement, la ligne 17, elle aura des marges de capacité de développement. Mais si on imagine qu'on pouvait éventuellement s'en passer et se contenter d'un système de sites, de voies en site propre, de bus articulés et autres, en fait, il y aurait des bus du guichet jusqu'à Saclay qui se touchent. Donc ça, on est juste, je dirais, peut-être la tranche inférieure du besoin d'un métro, mais on est largement au-dessus de ce que tout autre système de transport aurait pu apporter. Et je crains malheureusement que le temps qu'on a mis à vraiment engager la phase opérationnelle de cette ligne ne se sente cruellement sentir quand pendant quelques années, grosso modo, la première mise en service de la première phase, entre Massy et sa gare de RER et le Christ de Saclay, au niveau du CEA, qui est prévu en 2026, je pense qu'il va y avoir 3 ans là, entre 2023 et 2026, qui vont être durs pour tous les étudiants et les salariés qui vont continuer à s'installer sur le plateau. Donc c'est pas du tout une ligne comme les autres lignes massives. D'ailleurs, c'est là où vous voyez la différence de capacité. Hein. Les autres métros vont avoir une capacité de l'ordre de 1000 passagers par rame. Là, on est plutôt au tiers. Mais encore une fois, les alternatives de transport n'étaient pas adaptées. D'accord. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai la même personne qui me pose la question sur le fait d'avoir de la visibilité quant à la réalisation de la ligne 17 et notamment la gare du Triangle de Gonesse. Est-ce que ça va être maintenu malgré l'abondance de l'Europa-City? Ah, alors oui, Triangle de Gonesse, faut être initié pour voir où c'est. C'est l'une des gares, effectivement, qui est entre la gare du Bourget, au niveau du musée de l'air et de l'espace, et le parc de Villepinte. Cette gare, effectivement, elle était au cœur d'un débat très intense sur le bien fondé d'urbaniser ou pas ces terres agricoles. Je ne veux pas apporter de jugement sur la décision qui a été prise d'abandonner le projet d'Europa City. Je ferai juste plusieurs commentaires. Le projet d'Europa City, c'était que l'un des projets d'aménagement, il y en avait d'autres. Qu'est-ce que va devenir ce territoire-là? Je ne sais pas. Il y a une mission qui a été confiée par le gouvernement à Francis Rol-Tanguy sur justement qu'est-ce qu'on va faire dans cet espace-là. On ne connaît pas encore le rendu de sa mission qui était prévu pour l'été, mais on va voir. En tout cas, juste pour dire que Europa City n'était pas le seul facteur expliquant la pertinence du métro. Une autre fonctionnalité du métro qui était quand même importante, c'était d'être le pôle de rabattement de toutes les villes du sud du Val d'Oise, qui, encore une fois, représentent une part importante des salariés qui travaillent à Roissy. Donc cette fonctionnalité-là, il faudra bien l'assurer. Et Europa City, c'est pas d'aujourd'hui que le débat a été posé.
Et lorsque nous avons fait l'enquête publique, et notamment l'évaluation socio-économique de la gare du triangle de Gonesse, nous avons fait l'hypothèse avec et sans Europacity, pour démontrer que même sans Europacity, le bilan socio-économique était positif. Donc au jour où je vous parle, je dirais la ligne n'est pas remise en cause et la gare n'est pas remise en cause. Qu'il faille l'adapter évidemment en fonction des caractéristiques du développement qui sera autour, c'est évident. Mais en tout cas, les fonctionnalités ne sont pas remises en cause pour cette ligne-là. D'accord. Question économique cette fois. Est-ce que le financement est entièrement bouclé et quels sont les risques de fort dépassement comme pour la plupart des méga projets français? Ah, alors les dépassements des projets, c'est un vieux classique, effectivement. Nous avons à peu près 25% de marge d'aléa, enfin 22%, nous avons 25% de marge d'aléa, nous en avons consommé 2%, 3%, nous sommes à peu près à 22% de marge d'aléa. Est-ce que ça suffira pour mener à bien le projet? On l'espère. En tout cas, ces marges d'aléa qui ont été calées en 2017 ont été faites pour ça. La crise que nous vivons actuellement aura évidemment un impact. Enfin, ça restera d'un ordre de grandeur, de magnitude inférieure. Voilà, c'est pas à l'échelle du projet, donc c'est pas ça qui va remettre en cause le projet. Aujourd'hui, la capacité de financement, elle était directement corrélée aux recettes attribuées par le Parlement. Il y a eu en 2017-2018 effectivement une remise à plat des coûts du projet parce que justement on avait sous-estimé la part des aléas, donc les pourcentages que j'ai indiqués ont été rajoutés à ce moment-là. Forcément, comme on a réévalué le projet, il a fallu réévaluer le montant des recettes. Gilles Carrez, qui est un parlementaire du Val-de-Marne qui a porté depuis 2010 le projet, a été chargé par le gouvernement d'examiner les conditions de rétablissement finalement de l'équilibre financier. Il est évalué de l'ordre de 200 à 250 millions d'euros de recettes annuelles supplémentaires à mettre dans les lois de finances. Et aux dernières lois de finances, nous étions à peu près à 150 millions d'euros. Donc il y a encore 100 millions d'euros par an à pouvoir mettre en œuvre, mais tout ça dans un contexte économique où vous avez quand même des inputs qui sont majeurs dans l'établissement de l'équilibre. Hein. C'est à la fois les taux d'intérêt et l'inflation. Donc tout ça aujourd'hui est monitoré suite à un article de loi qui nous l'a prescrit, qui a prescrit cette nécessité à l'État par un rapport qui est remis au Parlement tous les ans et qui permet de réactualiser justement les données à la fois sur les coûts, sur les éventuelles économies, sur les éventuels aléas, sur l'évolution du coût de la dette, et vérifier que la trajectoire des recettes permettra bien de rembourser la dette un jour ou l'autre. Mais les contraintes dans lesquelles nous sommes aujourd'hui sont très fortes, hein, puisque le rapport de Gilles Carrez a pris comme hypothèse que la dette était remboursée d'ici 2000, enfin remboursée 40 ans après la mise en service de 2030, donc d'ici 2070. On voit qu'on a une marge de manœuvre sur la durée d'amortissement. Donc aujourd'hui, je dirais l'approche est saine, la règle du jeu est claire, la transparence est établie. Après, il faut évidemment tenir compte des aléas que nous connaissons tous, mais je n'ai pas d'inquiétude sur la robustesse du modèle à ce jour. D'accord. D'un point de vue, alors là pour le coup c'est plutôt la ville, enfin les chantiers en ville, surtout des villes aussi denses avec autant d'impact, comment vous avez géré la relation avec les riverains, les élus? Comment ça s'est passé? Et comment ça se passe encore aujourd'hui? Alors ça, c'est un sujet qu'il faut monitorer avec énormément de soins et d'énergie. Nous avons je ne sais combien de milliers de réunions par an avec les riverains, avec les élus, ce qu'on appelle la comitologie du Grand Paris Express. C'est un sujet essentiel parce que j'évoquais tout à l'heure la rapidité avec laquelle le projet a avancé. Encore une fois, hein, débat public 2010, décision 2011, premier décret d'utilité publique 2014. Bon, tout ça ne serait pas allé aussi, et aucun recours. Tout cela ne serait pas allé aussi vite s'il n'y avait pas eu un accompagnement et un engagement des maires très fort. Et donc cet engagement des maires, il ne peut se faire que si les maires ont confiance, confiance dans le maître d'ouvrage, qu'il y ait une transparence qui leur permette de voir venir les difficultés, que nous-mêmes nous leur montrions ces difficultés et que nous soyons en situation ensemble d'essayer de les résoudre. Ça marche que comme ça. Si la confiance commence à s'ébranler, et ça a été à un moment le cas effectivement en 2017, quand la question des plannings a été remise en cause, vous mettez en l'air de plusieurs années le projet. Donc cette confiance, ça a été vraiment c'est le cœur du réacteur. Pour moi, il y a deux cœurs du réacteur. Il y a le modèle financier que je vous ai montré tout à l'heure, la capacité d'emprunt. Sans ça,
C'est pas 6 mois, 1 an de plus, c'est 10, 20, 30 ans, quoi. Donc on change là aussi de magnitude. Les difficultés de la crise, je suis incapable de vous dire de combien de délais on va reporter ça, mais ça va être quelques mois, j'en sais rien encore, on va l'évaluer. Mais le problème de financement, c'est 20, 30 ou 40 ans si ça se passe mal. Donc on voit les endroits où ils sont sensibles. Et ben, la question de la concertation, c'est pareil. Une concertation qui se passe mal, une absence de confiance, c'est pas 1 mois, 2 mois ou 3 mois de retard. C'est des années et des années que vous prenez dans la réalisation d'un projet. Donc, comment ça se passe? Ben, ça se passe par des équipes qui sont dédiées à la relation avec les élus. Vous avez un tandem entre un directeur des relations territoriales et un directeur de projet. Le directeur de projet s'occupant de la partie technique et contractuelle, le directeur des relations territoriales faisant ce que son titre indique. Et c'est le travail en binôme extrêmement étroit des deux qui permet à chaque fois de connaître les difficultés, de les discuter, de les présenter, de trouver des réponses et donc de gérer la crise avant qu'elle n'ait lieu. Et ce que je vous ai écrit pour les relations avec les élus, il en va un peu de même avec les riverains. Pour chaque chantier, il y a un interlocuteur unique. Les riverains qui ont un problème savent vers qui se tourner. Ils ont même son portable, ils ont sa photo sur la palissade. Ils savent qui il faut appeler. Et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie passée pour ça. Mais je crois qu'on n'a pas le choix. On n'a vraiment pas le choix. Donc l'humain avant tout. L'humain avant Est-ce tout. que, est-ce que le modèle de la Société du Grand Paris, il peut selon vous servir pour d'autres projets? Ah bah, il a vocation à ça. Enfin, il peut être dupliqué partout dans le monde et partout dans les métropoles de France, bien sûr. Après, la question qui va se poser, c'est la capacité à générer un flux de recettes dédié sur le territoire qui va bénéficier du projet. Parce que ça, c'est une caractéristique quand même très francilienne, c'est que les recettes dédiées, elles sont uniquement perçues sur les entreprises d'Île-de-France. Si on devait imaginer un projet comme cela dans une grande métropole, il est loin d'être évident que les flux générés localement soient en mesure d'équilibrer le projet. Il suffit de regarder le PIB de la France et comment il se répartit sur le territoire. Je crois qu'il y avait une région, mais je ne sais pas si c'est encore vrai aujourd'hui depuis qu'elle a fusionné avec l'Auvergne, il y avait une région il y a une dizaine d'années qui avait exactement le PIB de la France en valeur moyenne par habitant, c'était Rhône-Alpes. Après, vous avez l'Île-de-France très largement au-dessus et toutes les autres au-dessous. Donc ça veut dire quelque chose. Et donc le bémol au parallélisme du modèle de la Société du Grand Paris, c'est celui-là. Il faudrait après ça dépend de qu'est-ce qu'on appelle le modèle de la Société du Grand Paris, mais si j'en prends les fondamentaux, c'est-à-dire une société dédiée pour un projet avec une capacité d'emprunt, oui, ça c'est reproductible. La capacité à générer des recettes uniquement localement, ça c'est peut-être plus compliqué. Ok. Enfin, cela étant, vous savez, quand vous utilisez la boîte à outils du contrat de plan État-région pour financer la rocade L2 à Marseille, ou je ne sais quel projet ferroviaire en province, il y a évidemment une mutualisation nationale, puisque la part de l'État, elle n'est pas prise sur les acteurs économiques du territoire, elle vient de la mutualisation et de la solidarité nationale. Donc, rien de choquant à faire ça, bien évidemment. Ok. Alors, cette fois-ci, question plutôt liée à l'environnement. La réduction des émissions de gaz à effet de serre, est-ce qu'elle n'est pas illusoire dans la mesure où le Grand Paris Express, il va accueillir un trafic supplémentaire et non pas réduire le trafic routier depuis la Grande Couronne? Non, parce que avant de parler du trafic de la Grande Couronne, il y a quand même le trafic de la Petite Couronne. Petite Couronne avec Paris, Petite Couronne, c'est quand même ça l'essentiel des flux qui sont captés. Ensuite, les flux de la Grande Couronne, c'est plutôt une autre problématique qui est à prendre en compte, c'est celle de la capacité de rabattre ces flux, alors en priorité sur les pénétrantes lointaines comme sont les RER, potentiellement sur quelques gares, mais très peu du Grand Paris Express. Pourquoi je dis très peu? C'est que, contrairement à l'idée reçue, mais ça c'est une vision très parisienne, hein, les gares du Grand Paris Express ne vont pas être une collection de parking relais. Il y a quelques gares, évidemment. Vous prenez celle tout au nord de Roissy, Mini-Amelot. Vous prenez celle du côté d'Orsay. Vous êtes effectivement largement en dehors de la zone urbaine dense. Vous avez potentiellement une capacité de rabattement des voitures sur les gares du métro. Mais partout ailleurs, il faut voir les gares du Grand Paris Express comme la gare qui est rue de Rivoli ou à Notre-Dame-des-Champs. Donc vraiment des gares urbaines. Donc c'est pas le Grand Paris Express qui va être le lieu d'un rabattement massif. Par contre, il va vraiment réduire le besoin de la voiture, parce que quand vous habitez aujourd'hui à Cachan, que vous voulez aller à Palaiseau, bah vous avez qu'une façon d'y aller, c'est en voiture. Vous habitez à Villejuif, que vous allez à la Défense,
bon courage pour prendre les transports, hein. Donc, ou alors vous faites les retours par Paris. Donc là-dessus, les bilans sont quand même assez clairs. Après, il ne faut pas perdre de vue une chose importante, c'est que le bilan est aussi fortement euh, généré par, encore une fois, une évolution de la répartition urbaine. C'est qu'une partie des gens qui vont, il y a une partie des gens qui aujourd'hui, pour échapper au prix cher de l'immobilier et n'ayant pas d'offres correspondant à leurs besoins dans la première ceinture, vont aller dans la grande ceinture. Il est clair qu'une partie de ces types de délocalisation vont se réduire parce que l'offre de logement qui va être induite autour des gares du Grand Paris va permettre de les stabiliser dans une zone plus métropolitaine. Mm, mm. Je prends une dernière question et après on fermera le chat. Dernière question, pourquoi un format de conception-réalisation a été privilégié par rapport à des marchés publics globaux de performance ou des PPP, compte tenu de la complexité du projet? Alors, bah, il y a une raison simple pour laquelle le PPP ou le contrat global de performance n'était pas adapté, c'est l'interface que j'ai indiquée tout à l'heure. Si la Société du Grand Paris avait été responsable de la maintenance, je pense que la question d'un PPP aurait été pertinente. Mais utiliser un PPP, c'est avant tout un engagement de long terme. C'est avant tout une machine contractuelle avec un investisseur qui met son argent pendant la conception et qui en espère une rémunération si le niveau de performance est au rendez-vous pendant 10, 15, 20, 30 ans. Mais si vous faites un contrat de si vous n'avez pas d'engagement sur le long terme, que vous vous contentez de construire, je n'ai pas besoin d'avoir un investisseur qui va in fine disparaître au moment où je récupère les clés du projet. Donc en fait, s'il n'y a pas de PPP, pourtant j'aime plutôt bien les PPP, c'est qu'en fait, j'ai pas dans ma mission de responsabilité sur la maintenance et le GER. Donc le PPP aurait été un outil qui remettait en cause la répartition des rôles. Donc c'était pas voulu et c'était pas nécessaire. Donc la raison principale, elle est là. Après, le contrat global, c'est pareil qu'un PPP, sauf qu'il n'y a pas d'investisseur. Mais la cause, le fait générateur est le même, c'est que dès lors que j'ai pas la maintenance. Donc si je reviens sur la boîte à outils que le PPP permet, entre le mainteneur, le concepteur réalisateur, le financier, bah, le financier, j'ai une capacité d'emprunt je ne sais même pas si j'ose vous le dire, à peine quelques dizaines de points de base à 50 ans. J'ai un mainteneur qui sait faire puisqu'il s'appelle RATP. Et donc, ce qui me manquait dans mon puzzle, c'était le concepteur réalisateur. En fait, la Société du Grand Paris, pour ceux qui sont familiers avec ces montages, c'est un peu comme une société de projet dont le mainteneur est déjà connu, le financier est connu et le concepteur-constructeur est à trouver. Donc, c'est pour ça que ça trouvait bien sa place dans cette approche des choses. Entendu. Mais écoutez, vraiment merci beaucoup, de nous avoir accordé, tout ce temps et d'avoir répondu à toutes nos questions. Je sais qu'il y en a d'autres qui arrivent, mais, il f les meilleures choses ont une fin. Donc Et vraiment ils encore au viendront, nom d'Inf ça sera une occasion de venir voir les chantiers et puis la maison, la maison du métro, la fabrique du métro. donc, bah, au nom d'Infravenir, de tous ces adhérents et des personnes qui nous ont suivis aujourd'hui, parce qu'on a quand même été jusqu'à 130 personnes en parallèle, donc merci à tous. On voulait vraiment vous remercier Thierry et on a hâte de pouvoir lancer donc ce cycle sur le Grand Paris en partenariat avec la Société du Grand Paris pour pouvoir voir plein de super chantiers et avoir plein de nouvelles informations. Merci beaucoup Thierry, Merci à vous, très bonne soirée à tous. Au revoir et à bientôt. à bientôt.